Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui est souvent problématique pour vous quand vous vous lancez, qui est comment aimer la vente et comment devenir une bonne vendeuse, le faire avec éthique et avec plaisir. Et on va évoquer ça à deux voix avec mon invité du jour qui est Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre bonus dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors justement, Muriel, on est toutes le produit de notre histoire. Et toi, comment est-ce que tu en es venue à travailler sur ta relation à l'argent et sur ce sujet hautement tabou pour les femmes, qui est la vente, et les aider justement à prendre plaisir dans la vente? Parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. À la fin de cette interview, vous prendrez plaisir à vendre, mesdames. Absolument. Alors, moi, j'ai commencé avec ce que j'appelle voilà, un privilège par rapport à la vente, puisque de par ma formation professionnelle et de par aussi mes expériences professionnelles, j'ai été énormément dans le commercial, responsable commercial. Et donc, lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, je suis Mindset Business Mentor et j'accompagne les femmes entrepreneurs sur la vente et le closing. Lorsque j'ai démarré, personnellement déjà, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Je n'avais aucun problème à développer mes ventes et j'avais des équipes très performantes. Et j'ai démarré mon entreprise en 2016, mais ça faisait déjà 2 ans que je la faisais en side project. Et je n'arrivais pas à vendre, en fait. J'avais du mal à vendre. J'arrivais à avoir des clients, j'arrivais à avoir des personnes, à me connecter. Le relationnel, c'était OK. Mais la partie vendre et me faire payer, c'était très compliqué. En 2016, j'ai eu cette conviction en moi qu'il fallait que je me lance, qu'il fallait que je me lance à 100%, sinon je le ferais jamais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, ça a continué comme ça. J'arrive à avoir des clientes, mais j'avais des problèmes au niveau du paiement. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème à mon niveau et au niveau aussi des personnes que j'accompagnais. Un problème qui est que lorsque j'étais en entreprise et que j'étais commerciale d'une grande entreprise, j'avais pas de problème de légitimité. J'ancrais ma légitimité sur l'histoire de l'entreprise. Et quand tu es entrepreneur, en fait, ton histoire, ta page, elle est toute blanche. Et là, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais moi aussi un syndrome de posteur que je n'avais jamais connu auparavant. Et là, je me suis dit, wow, j'ai un problème. Donc, ça a commencé ainsi. J'ai commencé à travailler là-dessus en termes de questionnement et d'introspection. Et puis, je me suis rendu compte que les femmes que j'accompagnais, même si je leur expliquais toute la méthodologie et les techniques que je connaissais au point de vue commercial, elles avaient énormément de freins, de blocage. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose d'autre, parce que ce n'est pas qu'une question de technique. Le mindset est très important. Et donc, en 2019, je me suis formée au closing. Et quand je me suis formée au closing, ça a été, pour moi en tout cas, le cheminement que j'avais déjà commencé à faire sur mon questionnement, sur ma légitimité a été, mais tous les plafonds de verre ont explosé. Je suis passée d'avant et d'après. Mais lorsque j'ai voulu transmettre aux femmes, elles ont trouvé que c'était trop agressif. Il n'y avait pas d'âme, que c'était, voilà. Et c'est vrai que j'étais venue un petit peu avec les testostérones des hommes et tout, trop contente et tout. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que je sais que c'est une clé. Moi, ça m'a aidée. Et comment faire pour pouvoir transmettre en tenant compte de ce qu'est une femme? Parce que moi, j'ai été formée par un homme et d'ailleurs, on était à 90% d'hommes sur cette formation. Et du coup, bon, moi, ça ne me posait pas de problème, mais j'avais conscience aussi que ça pouvait être un frein pour des personnes qui en avaient besoin. Et du coup, j'ai repensé le concept et je me suis dit, OK, que représente la vente pour toi? Et pour moi, la vente, c'est rien d'autre que de l'amour, en fait. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et du coup, je me suis dit, OK, on va parler d'amour. Au début, je ne voulais pas forcément appeler ma méthode Love Closing, je voulais l'appeler Soft Closing. Et pendant un an, j'ai abordé le sujet de la vente par le prisme de l'amour et vraiment de A à Z, parce que quand on prend l'exemple d'une relation amoureuse et qu'on la transpose à la vente, on a tous les codes. On comprend tout de A à Z. On peut transposer du premier regard jusqu'à faire des enfants. OK? Et du coup, je me suis rendu compte que ça passait, que vraiment les entrepreneurs, ils étaient wow, et que vraiment, même me parlaient tout d'abord, ils disaient, mais écoute, j'ai appris à aimer la vente, j'aime la vente, j'ai jamais cru que d'ailleurs, à l'époque, en 2020, je faisais des masterclass où je les invitais à justement faire connaissance avec cette approche de la vente et du closing, et je faisais un baromètre en début et en fin d'événements pour mesurer la cote de l'amour de la vente à leur niveau. Et vraiment, il y avait des bons de 20, 30, 40% à chaque fois. Et du coup, au bout d'un an, je me suis dit, OK, mais il faut que tu puisses aussi t'aligner à ce que te disent les personnes que tu accompagnes. Ce n'est pas une question de soft, c'est vraiment de l'amour.
Et j'ai fait mon coming out là-dessus, mon coming out en disant, OK, c'est du love closing. On parle d'amour quand on parle de vente. On parle d'amour. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça mon histoire. Et puis, de l'instant qu'on assume et qu'on est aligné, eh ben, les choses vont comme sur des roulettes. Et oui, et comme tu le disais, bah, moi aussi, hein, je pense que la vente, c'est que le début d'une une relation durable, comme tu disais, une relation d'amour. Et qu'on n'est pas obligé de faire des promesses qu'on ne tiendra pas, bien au contraire. Et si on veut un beau business durable, eh bien, c'est comme ça qu'il faut le réfléchir en termes d'amour, de réciprocité, et le fait de ne pas créer de dettes relationnelles les uns avec les autres. Mais pour autant, pour en arriver là, il faut passer par-dessus de nombreuses croyances limitantes. Alors, il y a des croyances limitantes qui sont liées à nous-mêmes, la valeur qu'on se porte, notre syndrome de l'imposteur quand on démarre. Je vois notamment beaucoup de femmes qui ont ce syndrome de l'imposteur ou de la bonne élève qui est le fait qu'elles pensent qu'elles ne seront jamais suffisamment compétentes pour proposer quelque chose aux autres. Il y a ce plafond de verre financier qu'on a par rapport au prix qu'on propose au démarrage. Alors ça, je le vois chez la plupart des personnes. Et puis, il y a toutes ces croyances limitantes qu'on a pu entendre dans notre enfance ou qu'on entend autour de nous, comme quoi les vendeurs seraient des voleurs, il serait mieux de donner que de recevoir, l'argent serait la racine d'un certain nombre de mots qu'il faut que parfois on s'auto-sabote au démarrage. Et ça, tu dois toi aussi l'observer. Et il y a plusieurs strates, j'ai envie de dire, qui nous empêchent d'être à l'aise avec la vente au démarrage. Absolument, il y a vraiment beaucoup de croyances limitantes. Hein, mais quand on parle de syndrome de l'imposteur, j'aime à dire que ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. C'est le fruit qui se nourrit de quelque chose de beaucoup plus profond. Tout à l'heure, j'ai parlé de mon syndrome de l'imposteur que j'ai pu débusquer. Mais en fait, c'était juste la partie visible. Ce qu'il y avait en vérité, c'est que je n'avais pas compris, en créant mon entreprise, que je devais ancrer mon légitimité d'abord en moi-même. Ça, on ne me l'avait pas dit, on ne me l'avait pas appris. Et donc, je suis partie comme ça en essayant d'avoir les mêmes repères et références que quand j'étais salariée. Ça ne marche pas, en fait. Quand j'étais salariée, je m'appuyais sur des boîtes qui ont 20 ans, 30 ans, 50 ans d'existence. Et donc, on ne se pose même pas la question de la légitimité. Et donc, ces différents syndromes, ce sont juste les petits morpions qui se nourrissent de quelque chose qui est déjà beaucoup plus profond. Et quand on parle de vente, il y a plein de choses qui font blocage. Par exemple, quand une femme devient entrepreneur, on met le focus sur son cœur de métier, son expertise, et souvent, elle ne se rend même pas compte du lien direct entre la vente et son épanouissement. C'est déjà comprendre ce qu'est une entreprise et à quoi sert la vente dans l'entreprise. Et ce qui fait que les femmes se trompent de mission, en fait. Parce que ta mission en tant que personne qui est peut-être de rayonner, d'impacter le monde et de sauver la terre entière, la mission d'une entreprise, c'est simplement de vendre et de faire du chiffre d'affaires. Donc, quand tu crées une entreprise, déjà, le premier blocage, c'est déjà de ne pas comprendre dans quoi tu te lances. C'est quoi une entreprise? OK? C'est pas parce que tu vois des entreprises aujourd'hui qui sont les reines au niveau du RSE que c'est ça, en fait, comment dirais-je, la mission d'une entreprise. Même les entreprises qui n'ont pas toutes ces dimensions bienveillantes et humaines sont des entreprises. Parce qu'une entreprise est d'abord définie par ça. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est lorsqu'une entreprise ne fait pas de chiffre d'affaires qu'elle met la clé sur la porte. Ce n'est pas parce que les salariés ne sont pas contents. Ça, entre guillemets, c'est quelque chose, ce sont les valeurs qui sont importantes, mais ce ne sont pas les valeurs qui font l'entreprise. Okay, donc, les valeurs servent finalement à créer la confiance. Absolument, absolument. Et la longévité, donner du sens à ce qu'on fait. Et puis le soir, se coucher avec la satisfaction du devoir accompli. Et c'est important. Mais quand on parle d'entreprise, il faut que les femmes comprennent qu'une entreprise, voilà sa mission. Sa mission, c'est d'apporter une solution sur un marché et donc de vendre. C'est ça, en fait, la mission d'une entreprise. De vendre plus, de vendre mieux, mais de vendre. Et donc, pour moi, le premier truc, c'est déjà ne pas comprendre. Parce que j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Non, mais moi, je n'ai pas signé pour ça. Non, mais moi, je veux juste… » Oui, tu veux juste aider des personnes, mais cette entreprise que tu as choisie pour le faire, elle se développe comment? Elle ne se développe pas par les personnes que tu aides, elle se développe par les ventes que tu fais. Parce que tu peux aider plein de personnes, mais si tu ne vends pas, ça va être un problème. Okay? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'entends beaucoup, c'est que « Ah non, mais moi, je ne suis pas une professionnelle. » Les gens, les femmes pensent qu'être une bonne commerciale, savoir vendre, savoir closer, c'est quelque chose d'inné. Tu vois, je suis née avec ça, en fait. Et je suis très heureuse dans mon parcours parce que justement, j'étais une commerciale accomplie et je ne me suis jamais posé la question. Devenant entrepreneur, j'ai dû faire tout un travail sur moi. Donc, c'est pour dire qu'on a toutes des choses à confronter. On a toutes des choses à travailler pour réussir. La persuasion, ça se travaille. Convertir les objections au tremplin, ça se travaille. Même pour la personne la plus à l'aise. Donc, arrêtez de croire que c'est un don. Non.
C'est une expertise, c'est un muscle qui se développe. J'aime bien parler de vital skills. Ce sont des compétences vitales que tu vas apprendre à développer. Et puis, la troisième chose aussi que je peux souvent entendre comme objection par rapport à la vente, c'est que, ah, mais de toute façon, dès que je pourrai, je vais déléguer. Je vais refiler la patate chaude à quelqu'un. Je dis, mais bien sûr, parce que ça marche comme ça, en fait. Hein. Tu refiles un truc qui ne marche pas ou que tu ne maîtrises pas à quelqu'un et la personne elle va faire des miracles. En fait, peu importe ta délégation, c'est pas David Copperfield, c'est pas Harry Potter, tu dois comprendre un temps soit peu. Et d'ailleurs, quand tu démarres avant de pouvoir déléguer, il faut que tu puisses poser les bons fondements. Il faut que tu puisses justement savoir comment est-ce que tu exprimes tes valeurs à travers tout ton process commercial. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Et donc, ça, c'est vraiment, à un moment donné, se poser et comprendre vraiment la place de la vente et les enjeux de la vente dans son entreprise. C'est vraiment ça qui fait la différence. Oui, puis la vente, c'est une des dernières choses à déléguer. Pourquoi? Parce que c'est très important d'écouter les personnes. On disait la vente, c'est une relation, et c'est une relation d'écoute avant tout. Et c'est très important d'écouter les problématiques des personnes que vous avez en face de vous, et notamment tout ce qu'elles ne vous disent pas. C'est ce qu'on a en communication non verbale, et ce qu'elles vous cachent. Et ça, si on est entrepreneur, si on ne va pas se confronter, ça s'appelle se confronter au marché régulièrement, eh bien, on peut être complètement à côté de la plaque. Absolument. Hein. Non seulement c'est la dernière chose à faire, mais c'est peut-être la chose la plus délicate. C'est la chose la plus délicate parce que justement, tu connais ta vision, tu connais tes valeurs. Et ça, ce sont des choses que tu vas peut-être prendre du temps à définir. La vision que j'avais au départ et celle que j'ai aujourd'hui, eh ben, c'est comme si j'avais la première marche d'un escalier et puis j'ai évolué. Les valeurs que j'avais, elles ont commencé à se peaufiner. Mais ces choses-là font vraiment la différence dans justement la relation que je vais avoir avec les personnes avec lesquelles je vais échanger pour pouvoir justement qualifier, savoir avec qui je veux travailler. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant oui, mais tu sais, j'ai engagé un closer et ça n'a pas marché. Je dis ben oui, parce qu'un closer, il ne fait pas de la magie. Le closer, il est là tout simplement pour te permettre d'avoir des leads. Et puis, il s'en va. Ces leads, là, c'est comme un mariage, c'est toi qui vas marcher avec eux. Et s'ils n'ont pas la finesse de qualification que tu veux, tu vas dire que le closer n'est pas bon. Non, le closer, c'est le closer en fait. Et donc, c'est comme un apprenti, c'est comme ChatGPT ou n'importe quoi. La vente, c'est ça. Et donc, comme tu le dis, c'est peut-être la dernière chose, mais c'est la chose la plus délicate. Et pour moi, on peut déléguer lorsque justement on maîtrise son process. Je sais clairement qui je suis. Ton identité est claire. Mes valeurs sont clairement définies. Mes attentes sont claires. Et même si mon process n'est pas parfait, mais je sais comment ça va se dérouler. Et au plus on maîtrise, au plus la délégation, elle sera peut-être pas évidente pour trouver la bonne personne. Mais quand on trouve la bonne personne, c'est quelque chose d'aligné. Et donc vraiment, moi j'encourage à prioriser la vente, j'encourage à mettre la vente à sa juste place. C'est un outil de pilotage de ton entreprise. Parce que c'est à travers la vente que tu vas pouvoir développer ton chiffre d'affaires, te rémunérer et atteindre toutes les libertés pour lesquelles tu as créé ton entreprise. Choisir les clients que tu veux, travailler quand tu veux, où tu veux, si tu veux. Mais excuse-moi, 0 plus 0 égale tête à toto, pas de bras, pas de chocolat, si tu n'as pas d'argent. Comment tu fais? Même moi qui avait déjà toutes ces convictions-là, je ne me suis pas lancée en entreprise en me posant des questions, des choses qui étaient déjà claires. Mais les premières années, je me suis retrouvée acceptée et je me rappellerai toute ma vie en 2020. C'est là que moi, en tout cas, les choses ont commencé à porter un vrai fruit. C'était la dernière fois que c'était mon dernier contrat. C'était le contrat alimentaire. 3 heures à l'aller, 3 heures au retour, en train de maudire c'était une formation, chaque participant qui me sortait par tous les trous. C'est comme le rapport à l'argent, en fait. Si tu ne pacifies pas la relation et que tu ne leur donnes pas leur bonne place, en vérité, finalement, tu vas te retrouver à l'opposé. Tout ce que tu ne veux pas, en fait. Et le problème, ce n'est pas la vente. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est que tu n'as pas compris quels sont les outils qui peuvent être pour toi et quels sont les outils qui doivent être pour toi et pour ton entreprise. C'est surtout ça le problème des entrepreneurs. Oui, et c'est lié aussi à ce faux discours où on nous dit sois bonne techniquement dans quelque chose et tu auras une entreprise. Et non, c'est que 1% du job. C'est pas ça qui. Le fait d'être très bonne techniquement, c'est pas ça qui va faire rentrer l'argent dans votre entreprise, malheureusement. Ça va plutôt être lié à votre capacité à faire la bonne offre à la bonne personne et à établir une relation de qualité. Parce que tu le disais, tu parlais de love closing, d'amour dans la vente. Et c'est aussi se poser la question du fait d'être généreux et d'oser donner et recevoir et d'établir une relation de qualité dans la durée, puisque souvent la vente, elle ne se fait pas du premier coup. Il ne faut pas chercher à vouloir conclure tout de suite. On parlait d'amour. Et on faisait cette métaphore, hein, c'est-à-dire que si Georges Clooney vient avec sa tasse de Nescafé sonner chez toi, la première chose que tu fais, c'est que tu lui ouvres la porte, tu discutes avec lui et tu lui demandes s'il veut un sucre ou un chocolat avec.
Absolument, absolument. Et c'est bien aussi ce que tu dis, de laisser du temps au temps. Et je dis souvent aux entrepreneurs qui me disent oui, non, mais de toute façon, la vente, c'est ceci, c'est de l'arnaque et tout. Je pense la faute à Caméra Café qui nous a montré un peu cette image de Jean-Pierre Convenant et son autre acolyte et tout. Et je dis ok, peut-être que la vente, c'est ça, mais le vrai pouvoir de la vente, c'est que tu peux définir ce que tu veux en fait. Ça va être quoi pour toi? C'est ça ton vrai pouvoir. Et bien évidemment, la première des choses, c'est de savoir que ça prend du temps. Toute relation prend du temps. D'ailleurs, toutes les relations, les mariages qui se font en clin d'œil, en tout cas pour la plupart, ça ne tient pas. Et c'est là que je me rends compte que souvent les personnes ne sont pas alignées parce que tu critiques cette vente un peu arnaque, mais quand tu commences à comprendre que la vraie vente nécessite une base qui prend du temps, dans l'échange, dans la qualification, dans toute la découverte et dans aussi le choix, parce que vendre, c'est pas, moi je dis toujours aux personnes que j'accompagne que closer, c'est un devoir, ce n'est pas une obligation. Et quand tu comprends ça, eh bien, il y a des personnes qui disent « Waouh, mais ça peut être compliqué. » Oui, au début, le temps de mettre en place des choses. Et quand je dis que closer, c'est-à-dire conclure la vente, c'est un devoir et non pas une obligation, ce que je dis par là, c'est que c'est un devoir dans le sens où lorsque tu as en face de toi une personne que tu peux aider, tu sais que tu vas répondre à sa problématique, tu vas lui apporter les solutions qu'elle recherche depuis longtemps. C'est vraiment l'équivalent de quelqu'un qui est en train de souffrir d'une pathologie précise pour laquelle tu as la solution. Tu as l'élixir qui est ton offre. Tu ne peux pas te permettre, en fait, de le baisser les bras parce que la personne a une objection. Parce que les objections, c'est tout simplement l'expression de quelque chose que tu n'as pas pu soit éclairer, soit quelque chose qui inquiète la personne. Elle a besoin d'être rassurée. Tu ne peux pas baisser les bras parce que tu as peur de relancer. Tu ne peux pas laisser tes peurs et tes doutes t'empêcher d'aider la personne parce que c'est ta mission. C'est pour ça que tu as créé ton entreprise. Et donc, c'est être responsable. C'est être dans ton leadership. C'est être dans le contrôle de tes émotions. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un devoir. La personne en face, je dois l'aider à sortir de sa zone de méfiance, de peur, de doute et de crainte pour l'amener dans une zone où elle comprend et elle prend une décision éclairée. OK? Donc ça, c'est le devoir que j'ai en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas une obligation, dans le sens où justement, lorsque je sais que je ne peux pas l'aider, je dois la libérer. Donc, moi, j'ai été formée en me disant, voilà, de closer, voilà, c'est closer aujourd'hui, pas demain. Je dis toujours aux femmes, non, c'est pas une obligation. Et apprends à t'écouter. Peut-être que sur le papier tout match, elle a le budget, elle a l'urgence, ainsi de suite, mais il y a quelque chose qui apprend à t'écouter, te respecter, parce que c'est comme en amour, en fait. Ce beau jeune homme parfait, il y avait quelque chose qui te crispait en toi, tu ne l'as pas écouté. Et tu te retrouves avec quelqu'un de violent, quelqu'un de bref. Écoute-toi, parce que c'est pareil. Même si c'est 3 mois, je peux vous assurer que 3 mois avec le mauvais client, c'est 300 ans à l'enfer. Tu as 1 heure de coaching avec la personne, tu as une migraine pendant 3 jours. Est-ce que ça en vaut la peine? Et c'est là aussi justement qu'on comprend quelle est la vraie importance qu'on accorde à l'argent. Parce que les mêmes personnes qui disent oui, non, mais de toute façon, tu parles trop d'argent, quand je leur dis, ça m'est arrivé avec des clients, je leur dis, écoute, là, tu ne le sens pas en fait. Écoute-toi. Elle me dit oui, non, mais si je m'écoute, du coup, il y a la notion d'argent. Cette notion d'argent, elle va être confrontée, c'est la réalité du terrain. Est-ce que l'argent va être l'élément qui va te faire utiliser les clés de persuasion du closing comme de la manipulation? Ou est-ce que tu vas mettre ton éthique et ta valeur en avant, même lorsque tu peux closer pour dire là, je peux le faire, mais je ne vais pas le faire parce que la personne n'est pas prête, parce que ce n'est pas ma cible, parce que je ne le sens pas. Et ce n'est pas une question d'argent. Même si mon compte bancaire est en PLS, je vais dire non. C'est ça le love closing, c'est d'abord du respect. Respect de soi et respect de l'autre. C'est tout sauf vendre pour vendre. Oui, et ça justement, il faut encore avoir résolu ces problématiques d'insécurité financière intérieure et sa peur de manquer quand on est entrepreneur. Parce que je vois pas mal de personnes qui iraient vendre, voilà, qui sont tellement heureuses de trouver un client et une cliente, qui iraient dire oui à quelque chose qui en fait va leur coûter, comme tu disais, énormément en bande passante mentale, en énergie et finalement en argent, parce que ça va être des nids en merde, entre guillemets. Là où elle ferait mieux de se focuser sur quelque chose qui est pleinement aligné, parce qu'on a toute une personnalité financière différentes et on attire à nous une typologie de clients et de clientes, alors surtout quand on est dans les métiers du service. Et c'est vraiment important de se dire, est-ce que véritablement ce que je propose, ça va résoudre le problème de la personne et de ne proposer qu'à ce moment-là et d'une manière avec laquelle on est aligné, puisqu'il y a plein de méthodes de vente. La seule question à se poser, c'est est-ce que je suis aligné avec ça et est-ce que ça correspond à la personne que j'ai en face de moi pour activer les bons leviers émotionnels. Mais par contre, ces leviers, il ne faut pas non plus les nier puisqu'ils existent
ils existent à l'intérieur de nous tous et de nous toutes. C'est ce qu'on appelle les leviers du marketing et de la vente. Et c'est important de se former, de comprendre tout ça et de lâcher ce qui ne nous va pas pour voilà, incorporer le programme qui est aligné avec nous-mêmes et faire la vente éthique. Et ben, c'est ça, c'est de se dire l'énergie de l'argent, elle est indispensable dans ma vie et dans celle de mon entreprise pour qu'elle soit durable et qu'elle aille servir les personnes qu'elle doit servir. Et c'est important que je puisse proposer la solution à quelqu'un chez qui ça va créer plus de valeur que ce que moi, je vends en termes de prix. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et je vois que ça fonctionne très bien justement quand j'accompagne des personnes. C'est aussi sortir de la question prix et valeur, toujours se dire, alors moi, j'aime bien dire, je fais en sorte que les personnes fassent au moins x3, voire x10 entre ce qu'elles me payent et la valeur que ça va produire dans leur vie et leur portefeuille, on va dire, à court terme. Et comme ça, ça fait que je suis complètement alignée, je suis droite dans mes bottes et je sais que finalement, je leur fais une proposition qui est un cadeau. Donc, je n'ai pas du tout l'impression de leur enlever de la valeur ou de leur enlever de l'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça, qui ont peur d'appauvrir l'autre, alors que non, être entrepreneur, c'est proposer une solution de qualité qui va créer plus de valeur dans la vie de l'autre. Absolument, c'est d'abord une question de valeur. Et puis, cette méthode, elle est très bien. Il y a aussi une autre méthode qui est pas mal non plus, qui est justement de prendre la décision sans tenir compte du prix et de l'argent. C'est-à-dire que voilà la problématique de la personne, voilà ma solution. J'enlève tout ce qui relève du prix, de l'argent, de ce côté un petit peu que j'ai peut-être pas encore réglé pour pouvoir prendre une décision, je dirais, beaucoup plus juste et pour pouvoir justement savoir comment me positionner. Alors, bien évidemment, cette notion ressort à un moment donné, mais souvent, lorsqu'on la met, on l'enlève d'abord pour simplement se dire, OK, est-ce que je vais dire oui? Pourquoi je vais dire oui? À ce moment-là, on se retrouve dans quelque chose où on a un portefeuille client de qualité, quelque chose d'aligné qui fait toute la différence. Et quand c'est aligné, le prix n'est plus un problème. Le prix, d'ailleurs, n'a rien à voir là-dedans. Lorsque c'est vraiment aligné, c'est lorsque ce n'est pas aligné que voilà, le prix devient un petit peu une épine dans le pied. Donc, c'est vraiment ça. C'est cette conscience de la valeur, mais aussi savoir se détacher de cette notion d'argent. C'est vraiment s'approprier la notion d'argent pour savoir s'en détacher, être libre par rapport à ça. Ça ne doit pas être le moteur, ça ne doit pas être le frein non plus de nos transactions. Et je le vois aussi chez les clients et chez les clients. Tu dois le voir chez toi comme chez moi dans mon entreprise. Finalement, quand on a la bonne offre au bon moment pour la bonne personne, la question du prix, elle ne se pose même pas trop. Et tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le rapport au temps, en fait. Les choses ne doivent pas se faire dans l'urgence. Laisse du temps au temps, en vérité. Si tu as vraiment confiance, fais confiance au process. Tu sais qu'il y a un truc qui dit, moi, je suis de la Guadeloupe, on dit chez nous, ça qu'il a pour l'eau, pas qu'à chailler. Ce qui veut dire que ce qui est pour toi, les grandes zones ne peuvent pas l'emporter. Et c'est à l'opposé de ce que moi, j'ai appris en closing. Et dans mon love closing, je ne le transmets pas. En closing, on te dit une vente demain, une vente jamais. Ça veut dire que c'est aujourd'hui que tu dois closer coûte que coûte. Quand tu as la personne en face de toi ou en ligne, tu dois closer coûte que coûte. Voilà, parce que si elle te dit demain, mais ceci étant, cette injonction aussi, c'est quelque chose qui est directement connecté à nos insécurités. Ce n'est pas quelque chose qui nous permet Il y a certaines personnes, des fois, les enjeux sont tels qu'elles ont besoin de temps. Et toi aussi, tu as besoin de temps. Et donc, changer un petit peu cette notion du temps. Et des fois, la personne, effectivement, elle ne va peut-être pas te dire oui maintenant parce qu'elle aura besoin de temps, besoin de nurturer un petit peu plus pour prendre la décision qui lui est favorable et qui, à ce moment-là, va vous permettre tous les deux d'évoluer ensemble, mais changer le rapport au temps. Arrêter ce mindset micro-ondes, fast-food où c'est tout de suite, tout de suite. Oui, ça peut arriver, ça arrive, voilà, que tu closes tout de suite et puis ça arrive que tu vas closer demain ou dans un mois ou dans un an. Tu gardes la relation parce que tu sais que. Et peut-être que tu as déjà vu que tu peux répondre à la problématique de la personne, mais elle n'a pas le niveau de conscience pour pouvoir le percevoir. Il faut lui laisser le temps. Le temps, c'est un allié. Ça amène de la clarté pour tout le monde, pour la personne en face de toi, ma cible potentielle, comme pour moi en vérité. Et donc, si je ne travaille pas mon rapport au temps, ma relation au temps, je vais donner la pression, je vais mettre la pression dans mon business, je vais mettre la pression dans mon closing et je vais créer ce que je reproche aux autres en disant que oui, ils font de la pression, c'est pushy, c'est des pushers et tatati. C'est comme ça qu'on devient un peu un closer, pusher. L'anglais, c'est pas trop bon fort, pusher, peu importe. C'est comme ça que tu fais les choses dans la pression et que c'est plus de la persuasion, mais c'est de la manipulation. Il faut savoir laisser du temps au temps, savoir que même si on te dit que oui, au bout de 5 ans, la personne dit oui, ça excusez-moi, c'est du bullshit. Il y a des fois, un non veut dire non, c'est comme en relation amoureuse. Hein. Un non veut dire non. Il
faut que tu l'entendes, il faut que tu le respectes. Il y a certains noms que tu vas décrypter et certains noms qui vont être une fin de non-recevoir. Et la première des choses, c'est de savoir décrypter le nom pour savoir quand est-ce que je relance, quand est-ce que j'arrête là. C'est comme une relation amoureuse parce que lorsque tu forces le nom, on sait très bien qu'après, ça se termine en MeToo. C'est pareil. C'est la même chose. Oui, et puis personne n'a envie de se faire vendre quelque chose. Si vous voulez ne pas vendre, commencez par essayer de vendre à tout prix. Moi, je vois régulièrement, j'ai des personnes qui me contactent pour avoir des conseils et qui me demandent à la fin comment on peut travailler ensemble. Et je leur dis, bah non, pour l'instant, tu n'es pas prête. Et c'est souvent que je le dis. Et en leur proposant justement de prendre un peu de temps pour elles, de réfléchir à un certain nombre de choses. Et du coup, ça devient à terme des personnes avec qui je travaille. Pourquoi? Parce qu'elles apprécient le fait que je fasse partie des rares personnes sur cette terre qui n'est pas commencé par essayer de leur vendre quelque chose a priori, mais plutôt d'essayer de les aider et d'être sincère et honnête. Et ne doutez pas du fait qu'à terme, ça paye aussi. Absolument. Et puis lorsque les personnes se sentent libres d'aimer, libre d'aimer, c'est libre de dire oui, et cet amour, il est beaucoup plus sincère. Il est beaucoup plus sincère. Lorsque finalement tu arrives à closer parce que tu as mis la pression, tu es dans une inquiétude, c'est comme en amour, hein. Tu sais quels sont les stratagèmes que tu as mis en place pour conquérir le cœur de la personne, c'est un peu fake. Et donc tu n'es jamais en sécurité, tu es toujours en train de perdre, d'avoir peur de perdre. Lorsque tu sais que tout simplement la personne a été libre de venir vers toi, de dire oui, tu as été authentique et vrai, professionnel, on est bien d'accord, mais tu es en sécurité. Tu es en sécurité, tu en payes, tu sais que tu as une bonne relation, ton portefeuille client de qualité. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 1000 clients, mais c'est d'avoir les bons clients, des personnes qui vont ensuite te faire de la fidélisation, de la recommandation, tu auras plaisir, et des fois des personnes qui deviennent des amis. Mais ça, c'est le luxe absolu, des ambassadrices, des ambassadeurs. Mais ça part au début de voilà, comment s'est passé le rendez-vous découverte, comment s'est passé le rendez-vous de closing. Est-ce que cette personne a senti qu'elle avait l'espace pour pouvoir parler, émettre ses objections qui sont accueillies, comprises, et la liberté de décider. Donc, on le disait justement sur cette question de la vente, voilà, on va vous tenir un discours un petit peu différent des personnes qui vous parlent de pages de vente, du fait de vouloir faire signer les personnes immédiatement et ainsi de suite. La première des choses, on le disait, quand on va avoir un business qui fonctionne, c'est de bien cibler les bonnes personnes, les bonnes problématiques. Et souvent au démarrage, eh bien, comme vous avez peur de ne pas vendre, vous ciblez tout le monde et du coup, vous ne touchez personne. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie océan bleu ou la stratégie océan rouge. Donc, sortez de l'océan des requins et du fait d'être invisible au milieu de tout le monde en faisant les mêmes choses, pour véritablement oser vous différencier, avoir quelque chose de très ciblé sur des problématiques précises et une typologie de personnes précises, ça vous permettra de parler aux bonnes personnes et il faut arrêter de vouloir vendre à tout le monde parce que c'est comme ça que vous allez vous épuiser, finir sur les rotules et vendre peut-être des choses aussi à un petit prix. Il vaut mieux aller chercher aussi des choses qui transforment financièrement et vous vendre à la bonne valeur parce que là, la même chose, croire que si vous vendez peu cher, vous vendrez plus, et ben non, c'est tout le contraire qui va se passer, c'est que vous avez attiré les mauvaises personnes. Absolument. Mais en fait, tout ça fait que les griefs que les entrepreneurs ont contre la vente ou contre l'entrepreneuriat, c'est justement parce qu'il y a cette incompréhension, il y a cette confusion. Et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, j'ai dit, OK, avant qu'on arrive à la méthode, je vais t'expliquer un petit peu les choses. Je vais t'expliquer un peu les enjeux, je vais t'expliquer ce qui est vraiment parce que tu as des pensées bloquantes. Tu crois ce que croit la masse, en fait, sur l'entreprise, tu crois ce que croit la masse sur la vente. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à activer ce levier et à bénéficier de tout ce qui peut t'apporter. Comme on apporte de la clarté sur ça, tu comprends ce qu'est ton entreprise, tu comprends ce qu'est la vente, tu comprends ce qu'est ton contrôle et ton leadership, parce que c'est ça aussi. Quand je dis aux femmes que closer, c'est du contrôle. Ton rendez-vous de découverte, c'est du contrôle. Tu dois être en contrôle. Ah non, mais moi, j'aime pas contrôler les gens. Non, pardon. On n'aime pas le leadership, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on n'aime pas en France, parce qu'on voit tout de suite son petit manager chez Fayon, alors que non. Le contrôle, c'est quoi? C'est que c'est ton entreprise, c'est toi qui initie le rendez-vous. Donc, c'est un temps que toi, tu contrôles en termes d'émotion, en termes de direction, en termes de conclusion, en termes d'atmosphère, en termes d'énergie. Tu es au contrôle, en vérité. Tu sais où tu veux emmener la personne, ce n'est pas la personne qui te drive à droite et à gauche. Et comme tu es en contrôle, les objections ne te désarçonnent pas parce que tu sais qu'il y en aura. Tu les anticipes. 80% des objections sont connues. Aucune objection n'est une surprise. On les connaît toutes. Donc, tu dois anticiper pour savoir justement comment les convertir en quelque chose de positif pour toi, en bénéfice pour la personne en face de toi. C'est quelque chose de très stratège, en fait. Et justement, moi, je me rappelle, à l'époque, avant, moi, j'avais mes copines dans la vie sentimentale, je leur disais, oui, le mari me trompe et tout. J'ai dit, mais arrête
dans la dénonciation, sois stratège dans ton truc. Comprends pourquoi est-ce qu'il te trompe. Et puis, si tu veux garder ton mari, sois stratège pour pouvoir convertir ce truc qui le bloque en bénéfice pour ton couple. Ah non, mais être stratège, ça veut dire que je suis dans quelque chose d'intéressé. Je dis, mais être stratège, on est tous intéressés par quelque chose. Tu es entrepreneur, c'est que tu es intéressé par quelque chose. Être stratège, c'est que cet intérêt-là, lui donner la possibilité d'être dans une intentionnalité claire que toi, tu détiens et pas l'autre en vérité. Parce que c'est toi l'entrepreneur. La personne qui vient en face de toi, c'est quelqu'un qui a un besoin, c'est quelqu'un qui est en difficulté. C'est pas toi en difficulté, tu es la personne qui apporte la solution et la réponse. Donc, tu dois être en leadership, tu dois être en contrôle. Parce qu'une personne blessée, une personne qui a un problème, c'est une personne qui peut être dangereuse pour elle-même. Elle va réagir en fonction de certains biais, elle va réagir en fonction de certaines peurs et de certains doutes qui peuvent l'éloigner de ce qui est utile pour elle. Et le comprendre te permet de rester en distance, maîtriser tes émotions, avoir de la clarté pour toi, mais aussi pour la personne en face. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, amener la personne qui a une problématique douloureuse dans une zone de sécurité où elle voit clair et elle peut prendre une décision, mais en toute liberté. Et ça c'est ce que tu disais, c'est aussi se mettre dans l'énergie de la vente. Alors moi, j'aime bien dire que c'est un transfert de solutions et d'enthousiasme. Si au moment de démarrer un entretien de discussion, un appel découverte ou de conclure sur du closing, vous n'êtes pas en forme, vous n'êtes pas dans une belle énergie, vous n'en avez pas envie, il ne va rien se passer. Mais tout est énergie en fait. L'argent, c'est de l'énergie, la vente, et puis tout est énergie. Et moi, je dis vraiment, les rendez-vous, c'est quelque chose de tellement stratégique. Tu dois les préparer à tous les niveaux et au niveau énergétique surtout. Ce qui fait que si tu ne te sens pas en énergie, reporte ton rendez-vous. Moi, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Si tu viens d'avoir ton banquier qui t'a dit qu'il y a eu une saisie sur ton compte et reporte le rendez-vous parce qu'il ne faut pas que cette énergie négative puisse fausser le jeu et que tu sois juste toi-même un animal blessé face à un animal blessé. Parce que c'est ça en vérité, des choses de la vie qui nous blessent. Et je donne un petit tips pour les personnes que j'accompagne quand elles démarrent leur rendez-vous, puisque l'atmosphère qu'on crée, ce sont des biais aussi, hein, des biais cognitifs, l'atmosphère qu'on crée est importante. Et je dis, quand vous démarrez vos rendez-vous, la première des choses, c'est de collecter 3 oui. Collecte 3 oui. Parce que tu ne sais pas ce que la personne vient de vivre. Peut-être que c'est elle qui vient de recevoir un courrier de la banque en lui disant qu'il y a un découvert sur son compte. Et lorsque tu démarres, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet par 3 oui, la personne a dit 3 fois oui, son cerveau déclenche quelque chose de positif, se met dans une atmosphère positive et tout le reste va être positif et surtout, elle sera plus enclin à dire oui. C'est les clés de persuasion. Lorsque tu as ces 3 oui, eh bien, cette personne sort de la morosité ambiante, elle sort de la frustration de sa situation parce que tu n'es pas devin. Une chose est sûre, c'est que tu la places dans l'atmosphère dans laquelle tu veux que ce rendez-vous se déroule. Et là, à ce moment-là, ok, ben c'est super maintenant, nous allons démarrer. Voilà, et là, tu commences à introduire le sujet. Prendre juste le temps, c'est comprendre que c'est un temps de qualité. Ne laisser, mais vraiment aucun parasite extérieur, que ce soit de ton côté. Donc, de ton côté, si tu n'es pas en énergie, tu reportes le rendez-vous. Le temps, c'est ton allié. Il vaut mieux que tu le reportes et que tu sois en énergie, que tu le maintiennes quand même pour vendre. Ça ne marche pas, en fait. OK? Et ensuite, aider cette personne elle-même à être en énergie. Aider cette personne à être dans ton énergie de positivité. Et pour finir sur cette histoire d'énergie, lorsque tu démarres ton rendez-vous pour vraiment être en énergie, tu dois te dire qu'en vérité, tu n'es pas là pour vendre. On parle beaucoup de vente, mais la vérité, c'est que tu n'es pas là pour vendre. Tu n'es jamais là pour vendre. La vente, c'est une finalité. Tu es là pour comprendre. Tu es là pour écouter. Tu es là pour donner un conseil. Tu es là pour apporter de la clarté. Tu es là pour créer de la confiance. Tu es là pour créer du lien. Tu es là pour faire plein de choses. Tu n'es pas là pour vendre. Et c'est comme ça que tu vas vendre. Ça, c'est une clé aussi énergétique très puissante qui te libère et qui libère la personne en face de toi, qui te permet d'être très authentique, de sourire, d'être ouverte, d'accueillir et de porter. Parce que les gens qui sont en face de nous, qui ont des problématiques, il faut qu'on sache les porter. C'est ça du leadership. Les porter, leur dire, écoute, je sais que ça va aller. Ça va aller. Je comprends ce que tu traverses, mais je sais qu'il y a une solution pour toi. Maintenant, j'aimerais que tu m'en dises plus. Et on continue. OK? C'est une posture.
Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement important. On peut travailler ça aussi. Il y a des jeux de rôle. Moi, j'aime bien le faire, des jeux de rôle, parce que finalement, c'est beaucoup de théâtre d'improvisation aussi, la vente. Et c'est une super qualité relationnelle, parce qu'après, vous verrez qu'en fait, ça vous donne des clés aussi dans plein d'autres moments dans votre vie. C'est transférable à plein de choses. Alors, tu disais, une des choses sur laquelle c'est transférable, c'est aussi la séduction. Si justement vous n'êtes pas très à l'aise avec la vente, mais vous vous posez aussi des questions par rapport à la séduction, vous allez trouver beaucoup de clés sur ce sujet pour vous aider à devenir une très bonne vendeuse. Donc, un des effets collatéraux, c'est aussi une belle abondance d'amour qui arrive dans votre vie quand vous êtes à l'aise avec ces sujets-là. Absolument, parce qu'on parle ici de confiance en soi, d'estime de soi, on parle d'audace, on parle d'assurance, on parle de toutes ces choses qui nous rendent magnétiques en fait. Et c'est très important. On parle aussi de clés de persuasion. On parle aussi de savoir écouter et de savoir identifier les dits, les non-dits, toutes ces choses-là. Ça fait partie du jeu de la communication, donc de tout ce qui est relation et persuasion. Mais tu as ajouté une chose qui est très importante. Tu expliquais un petit peu le jeu de rôle. Et là aussi, il y a beaucoup de femmes ont des blocages en se disant oui, ben, je ne veux pas de script et je veux pas. C'est dans le training, en fait. C'est pas naturel. C'est un muscle que tu développes. Il faut que tu puisses avoir un peu de training. Alors, bien évidemment, l'objectif, c'est pas d'être en train de répéter ta récitation comme tu le faisais quand tu étais au primaire. Tu dois incarner la chose en vérité. Les meilleurs acteurs, ce sont ceux dont on ne peut même pas imaginer qu'ils sont en train de jouer un rôle. Ok? J'aime bien, il y a eu une interview de Rihanna en lui disant oui, tu es une femme forte, tu es une femme inspirante, mais que se passe-t-il lorsque tu n'es pas dans le mood? Elle a répondu, you pretend. C'est bien ça, je crois. Hein? Tout simplement, tu te mets dans ce rôle, en fait. C'est quelque chose que tu prépares, quelque chose que tu organises. Et c'est quelque chose que tu fais lorsque tu comprends l'importance de la vente pour toi. L'importance de la vente pour ton business, l'importance de la vente pour ton expansion, l'importance de la vente pour ton impact, en fait. Et donc, tu ne prends pas les choses à la légère. Avoir une trame, un script, avoir un fil conducteur, prendre le temps de faire du training, de répéter, d'être à l'aise. OK, je sais qu'il y a telle objection, mais voilà comment est-ce que j'aimerais répondre ou pas. Et répéter, c'est ce qui va faire que le jour J, tu vas être authentique. Alors que si tu ne le fais pas, tu vas être désarçonné, tu vas bafouiller, ton énergie va être en dents de scie et du coup, tu ne seras pas magnétique. La vente, c'est d'abord de l'émotion, de l'énergie avant de la logique, avant d'être quelque chose de réfléchi. Si tu n'arrives pas à créer cette connexion émotionnelle et énergétique, même si la personne en a besoin, la logique ne va jamais la mener à signer. Et donc, il faut travailler ces choses-là. Mais moi, je trouve que c'est tellement plaisant et c'est dommage de s'en couper parce que justement, quand tu travailles ta posture pour la vente, pour le closing, tu travailles ta posture, point. Et cette posture, elle va te servir quand tu prends la parole, te servir quand tu rencontres des gens dans ton quotidien. On a tous besoin de travailler notre posture, en fait. Oui, puis c'est beaucoup aussi l'écoute active. Alors, je le vois, finalement, être une bonne vendeuse, c'est comme être une bonne communicante. C'est en fait calquer des postures, la manière de parler, le langage et les codes de la personne qu'on a en face de soi. Et ça fonctionne pour tout dans la vie. Alors, moi, j'ai déménagé 24 fois dans ma vie, donc ça, je sais faire, c'est dans mon... c'est rentré dans mon ADN. C'est que si tu veux te faire des amis, il faut adapter leur code. Absolument. Absolument. Il y a des personnes qui viennent, qui me disent oui, je suis sur LinkedIn, donc oui, c'est quoi les codes sur LinkedIn? Mais tout est code dans la vie, hein. Tout est code. Et au plus tu le comprends, mieux tu progresses. Et donc oui, la personne en face de toi, elle a un lexique, elle a certaines choses et savoir les utiliser. L'écoute active, c'est pas seulement pour entendre, mais c'est aussi pour pouvoir se saisir de ce que dit la personne pour ensuite lui permettre de s'identifier. Donc, en personnalisant notre argumentaire derrière, ben, c'est ce qui va faire toute la différence. La personne va se dire, waouh, mais je suis entendu, je suis écouté, je suis compris. C'est exactement ça. Mais ça, tout ça, ça s'apprend. C'est pas la caricature qu'on a de ce commercial quand il a fini le rendez-vous, il connaît le nom de ton mari, de ton poisson rouge et ainsi de suite. C'est pas ça en vérité. C'est beaucoup plus profond. On parle de connexion à l'humain et donc ça veut dire que tu comprends et tu connais. Et puis bien évidemment, vous voyez, j'ai toujours mon stylo, je note. Là, j'ai noté tout à l'heure, bonne passante mentale. Je note des mots, c'est les mots d'Ophélie, mais qui, je sais que voilà, c'est son lexique en fait. C'est important. On a besoin de s'identifier, on a besoin de se reconnaître. Et dans ce monde où personne n'écoute personne, on a besoin d'avoir le sentiment d'avoir été entendu. Oui, ce que les gens achètent en premier, ce sont des émotions, c'est une connexion et c'est des résultats. Et ce n'est pas un processus. Un processus, c'est chiant, c'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Absolument. Mais non seulement c'est des résultats, mais c'est les bénéfices pour eux. C'est vrai que souvent les entrepreneurs, elles sont tellement fiers de leur bébé, donc leur solution, leur offre, le programme, qu'elles ont envie de dire oui, donc c'est sur 365 jours et tout. Mais en vérité, tous ces détails techniques, la personne en face, elle s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est mais qu'est-ce que ça va changer pour moi en fait? Quel résultat ça va changer pour moi?
Qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc, ça va parler en bénéfice pour la personne et puis ça va aider la personne à se projeter dans ces résultats qu'elle aura. C'est ce qui va permettre effectivement de closer, de convertir. Et ça, encore une fois, savoir le faire, ça s'apprend. Tu ne sauras peut-être pas le faire le premier jour, mais c'est parce que tu sais que c'est ce que tu dois mettre en place et que tu répètes que ça devient tout à fait naturel. Avant de commencer à faire ta déballe, tu prends le temps vraiment de permettre à la personne de bien saisir les bénéfices pour elle et de se projeter, de se visualiser. Donc, tu es dans une continuité d'une atmosphère très positive et très ouverte. Et là, à ce moment-là, tu peux présenter ta solution. Tu peux commencer les négociations. Ça aussi, ça, à un moment donné, c'est si on met le parallèle avec l'histoire amoureuse, Georges Clooney, c'est pas en ouvrant la porte que j'ouvre toujours tout de suite ma chemise. Non, il y a un process. Okay? It's better. Donc, vous ne cherchez pas à conclure avec George tout de suite. Poser des questions pour être sûr que ce n'est pas voilà, un faux Brad Pitt. Okay? Donc, prendre le temps de poser certaines questions stratégiques et bien spécifiques. Et du coup, ça veut aussi dire qu'on s'approprie le nom. Donc, tu ressembles à George Clooney, tu parles comme George Clooney, tu as le café de George Clooney, mais je ne suis pas sûre que tu sois George Clooney. Donc, je dis non. Le non, c'est un super pouvoir. Souvent, en matière de vente, les entrepreneurs ont l'impression que c'est seulement le prospect qui a le droit de dire non. C'est d'abord toi qui vas dire oui ou non. Le prospect va me donner sa décision lorsque j'aurai pris ma décision. Et si c'est un non, peu importe sa décision, c'est non. C'est toi qui as le pouvoir en vérité. C'est pas lui. Et donc, du coup, s'approprier le non. Donc, ça veut dire que j'ai pris le temps de poser certaines questions stratégiques. Et là, je peux me faire une idée beaucoup plus précise et prendre une décision. Et cette décision peut être un oui, je pense qu'on peut travailler ensemble, un non, et c'est OK. Parce que l'autre a le droit de me dire non. Mais j'ai le droit aussi de dire non. OK. J'ai même le devoir de dire non lorsque je sais que ce n'est pas possible, que les cases ne sont pas cochées. Et ne surtout pas prendre un non pour un rejet, Non, mais c'est plutôt pour quelque chose d'aligné. Moi, j'aime bien dire, en fait, à partir du moment où j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un et qu'on a tissé une belle relation, et ben, ça donne quelque chose. Absolument. Les noms ont plusieurs significations. Le nom, il faut comprendre, en fait. Un nom peut s'expliquer, il ne se justifie pas. C'est comme ton prix, un prix peut s'expliquer, ça ne te justifie pas. Et donc, le nom peut s'expliquer, ça ne se justifie pas, mais un nom, ce n'est pas une déclaration de guerre. Aussi bien le mien que celui de la personne en face de moi. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir décrypter le nom pour sortir du schéma de oui, il faut que je recommence plusieurs fois pour avoir un oui. Non, c'est pas, le truc, ce n'est pas d'insister, d'être relou, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière le nom. Et des fois, le non, ça peut être simplement une incompréhension, un besoin de réassurance. Et puis voilà. Mais encore une fois, c'est des techniques. Et c'est quelque chose aussi qui se fait dans l'écoute, beaucoup dans l'écoute. Du coup, quelques derniers conseils pour conclure sur cet amour et cette nouvelle manière de regarder la vente? Alors, le conseil que je donne le plus souvent aux femmes entrepreneurs concernant la vente, c'est la première des choses, c'est de prendre le temps de comprendre ce qu'est la vente. Quand on ne comprend pas ce qu'est un outil, même si c'est la clé d'un coffre-fort, ça va rester dans ta poche. Donc, prends le temps de comprendre ce qu'est la vente, quelle est sa place, quel est son rôle et quelle est son importance. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment d'être au clair sur ta cible, parce que c'est ce qui va te permettre, c'est comme une relation amoureuse en fait, hein, c'est ce qui va vraiment te permettre déjà d'être beaucoup plus au clair et de mieux qualifier. L'objectif, ce n'est pas de te connecter à tout le monde et de chercher tout le monde. Comprends que tu ne vas pas nourrir tous les poissons de la mer. Il y a une catégorie. C'est vrai que souvent, quand on dit d'être super quali sur sa cible, il y a des femmes qui disent oui, non, mais. Et puis le pire, c'est qu'en étant focus sur ta cible, c'est comme en amour. En étant focus sur les grands blonds, est-ce que ça empêche aux grands bruns de s'intéresser à toi? Non. OK? Donc vraiment, la qualification. La qualification. OK? Donc la première des choses, c'est comprendre ce qu'est la vente. Pour pouvoir la prioriser, lui accorder la place dont il a besoin, si besoin est de te former. La deuxième chose, c'est vraiment travailler la qualification. Et puis la troisième chose, c'est un conseil que je donne toujours aux femmes entrepreneurs. S'il vous plaît, ne passez pas une journée sans un rendez-vous de vente. Tout simplement. Vous avez une méthode, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Testez-la. Allez sur le terrain tous les jours. Prenez un seul rendez-vous. Pendant plusieurs mois, vous allez voir. C'est là que vous allez comprendre vraiment quelles sont les attentes de votre cible, quels sont les freins de votre cible, quelle est votre cible. Vous allez pouvoir peaufiner justement votre qualification. Vous allez aussi comprendre quelles sont vos peurs. Vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Et même pour les décisions, peut-être pour se former, ça va vous apporter de la clarté. Ce n'est pas possible que tu sois entrepreneur et que tu passes une journée, surtout au démarrage, sans un rendez-vous de vente, c'est-à-dire un tête-à-tête avec une cible potentielle. Au-delà de tout ce que tu peux faire comme stratégie, c'est là que se trouve la vérité. Aussi bien de ton business
que de ta solution. Donc, comprends ce qu'est la vente. Sois hyper scali dans ton ciblage. Et ensuite, va sur le terrain. Confronte-toi, échange, trompe-toi. L'objectif, au départ, ce n'est pas de vendre, on est bien d'accord. C'est de comprendre ce qui fonctionne pour toi. De comprendre quel est ton ADN en matière de vente. Et à partir de là, tu pourras être aligné, authentique, et tu verras des résultats. Et du coup, Muriel, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet pour bénéficier de tous tes précieux conseils? Et puis, est-ce que tu peux nous dire 2 mots du séminaire Le Fric c'est chic qui a lieu prochainement? Alors, moi, je suis sur LinkedIn prioritairement. Je suis beaucoup sur LinkedIn, donc Dr Muriel Tézena, donc sans aucun problème, vous me trouvez sur LinkedIn. Et le séminaire Le Fric c'est chic. Oh là là, c'est mon bébé que je porte depuis longtemps. C'est vraiment un séminaire pour permettre aux femmes de se libérer sur l'argent et d'accéder à tous les leviers qui vont leur permettre de booster leur trésorerie d'entrepreneur. Parce que c'est OK, hein, cette histoire de tu vas travailler dur pour gagner des cacahuètes, c'est plus possible. C'est un mensonge. C'est OK ce truc où on te dit que oui, tu sais, quand tu es entrepreneur, les 5 premières années, c'est juste galère. Mais si c'était vrai, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres au bout de 6 mois qui sont en train de faire bingo? En fait, c'est parce qu'il y a des leviers que tu ne connais pas, il y a des clés que tu ne connais pas. Et donc, pendant 2 jours, le séminaire Le Fric c'est chic te donne accès à des conférences animées par des money speakers dont Ophélie fait partie et moi-même. Et nous allons parler des leviers de la vente, nous allons parler des leviers de la relation à l'argent, de l'ancrage énergétique, des marchés publics, de la formation professionnelle, des financements. Tous ces leviers qui sont là parce que ton entreprise, c'est vraiment un outil de liberté financière incroyable. Sauf que tu ne le sais pas. C'est comme pour la vente, tu te limites. Et tu es juste en train de galérer sur un réseau, en train de te connecter à une cible potentielle alors qu'il y a toute une palette de solutions que tu peux utiliser. Il y en aura 8 et tu vas choisir les leviers que tu vas activer parce qu'en 2025, il faut que tu puisses changer le narratif. Il faut que tu puisses vivre de ton activité, que tu puisses te rémunérer de la sueur de ton front. Ce n'est plus possible. Moi, je vois les chiffres, les chiffres de l'INSEE qui disent que les entrepreneurs gagnent en moyenne 590 € par mois. Mais c'est pas possible. Et pendant que c'est ce que gagne la majorité des entrepreneurs, 590 € par mois, on en a qui sont en train de faire les discales et ainsi de suite. Cette inégalité n'est pas une fatalité. Il y a des choses que certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas. Il y a des leviers que certains activent et que d'autres n'activent pas. Donc, c'est un accès offert, gratuit, libre aux 8 conférences qui auront lieu donc les 18 et 19 avril prochains. Et sur mon LinkedIn, il y a le lien qui s'affiche. Tu peux t'inscrire et tu as toutes les informations et nous rejoindre pour cette belle aventure. Au moment où je parle, on a dépassé les 200 inscrites, mais l'objectif, c'est quand même d'essayer de doubler tout ça pour le jour J. On sera très heureuses toutes les deux de vous retrouver justement les 18 et 19 avril lors du séminaire Le Fric c'est chic. Et d'ici là, mettez-nous un pouce pour soutenir cette création de contenu. Faites-nous part de vos commentaires et vos questions justement via les barres de commentaires en dessous de cette interview et on y répondra avec Muriel. Et puis, faites-moi part aussi des prochains sujets que vous aimeriez qu'on évoque chez Fric au féminin. Et je te dis merci Muriel, c'est toujours un plaisir. Merci pour ce bel échange. J'ajoute juste que c'est en ligne, le séminaire, j'ai oublié de le dire. Donc, de ton salon, tu pourras nous rejoindre. Merci encore. Et puis, je vous love close et je vous souhaite pas plein de bébés, mais plein de ventes. Et moi, je vous dis à très bientôt avec la tasse de Nescafé.